Bonjour, aujourd'hui à l'émission Les Webivores, je reçois Madame Guylaine Guévremont, nutritionniste diététiste, qui a écrit 3 magnifiques livres, Manger, Manger un jeu d'enfant et Manger ses émotions. Et c'est un plaisir pour moi de la recevoir aujourd'hui. Je pense que chaque femme, à un moment donné, on pense ou on vit le problème de vouloir maigrir à tout prix. Et quand on lit ses livres, c'est magnifiquement écrit. Alors, je l'invite. Bonjour, Madame Guévremont. Merci d'être ici avec nous aujourd'hui. Ça fait plaisir. Je le disais d'entrée de jeu, je fais partie de ces femmes qui, même moi, a toujours eu le désir ou le besoin de vouloir maigrir, de jamais être sur mon poids. C'est quelque chose, je pense, qui touche combien de femmes, on peut dire, au Québec ou en... Ben, quand on regarde les statistiques, il y a des statistiques qui ont sorti au Québec, parce que souvent on a des statistiques américaines. Là, au Québec, 3 femmes sur 4 souhaitent perdre du poids. Donc là-dessus, il n'y a pas 3 femmes sur 4 qui vivent au-dessus du poids considéré normal. Là. Donc oui, la pression est forte pour perdre du poids. Oui, parce que je considère que moi, j'ai jamais eu un réel problème de poids, mais ça m'a toujours habité depuis que je suis jeune. Qu'est-ce qui fait qu'on vient qu'à manger ses émotions ou parce que dans votre livre, c'est ce que vous c'est ça le sujet. Qu'est-ce qui fait que ça nous habite autant ou une pression de la société, le stress? Ouais. Ben, en fait, la première des choses, on dit, bon, oui, on vit dans une société qui préconise ou valorise la minceur, ça c'est clair. Et l'autre chose aussi, qu'est-ce qui finit par nous faire manger nos émotions? J'ai interrogé beaucoup de personnes quand j'ai écrit ce livre-là. J'ai essayé d'aller chercher le plus possible des sommités dans leur domaine. Un, entre autres, qui a été vraiment très gentil, m'a accueilli vraiment, il m'a donné plein d'informations, c'est Dr. Gardner. Donc lui a été comme une sommité dans les années 70 par rapport aux troubles alimentaires. Tout le monde avait son Handbook of Treatment for Anorexia and Bulimia. Alors, et il me disait, une personne ne peut pas finir par manger ses émotions si elle n'a pas eu une période de restriction. Donc, c'est comme si la restriction alimentaire, c'est comme l'engrenage qui va conduire éventuellement vers manger ses émotions. Puis il dit, quand j'ai parlé de ça au début, les gens me disaient que j'avais pas de bon sens. Puis maintenant, au niveau, par exemple, des troubles alimentaires, c'est accepté. Puis c'est pour ça, justement, que toutes les nutritionnistes qui travaillent en troubles alimentaires, la première chose, ce dont j'ai parlé dans le premier livre, Manger, et d'arrêter d'avoir des restrictions alimentaires. Donc, les régimes, c'est une forme de restriction. Donc, aussitôt qu'on suit un régime, on est en mode restriction. Exactement. On sait qu'il y en a des jeunes femmes qui commencent à 14 ans à suivre des régimes aussi jeunes que ça. 9 ans. Et my God. 9 ans maintenant, les dernières statistiques qui sont sorties encore là au Québec. Ouais. Donc, à partir de 9 ans, ils peuvent déjà commencer à manger, une forme de manger ses émotions parce qu'ils sont en mode de restriction alimentaire. En fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que, bon, la restriction, c'est une chose. Le problème, c'est que ça dure pas. Donc, la restriction amène quoi? La compulsion, la culpabilité, l'idée « je vais plus jamais en remanger ». Donc ça peut habiter les personnes pendant un certain temps, juste de comme ça, se sentir coupable d'avoir mangé le fameux aliment interdit. Puis tranquillement, pas vite, ben finalement, il y a comme un apaisement quand on mange. Donc, il y a la restriction qui crée une espèce de tension, l'apaisement lorsqu'on mange, puis on finit par sentir que ben c'est une bonne solution de s'apaiser. Tu sais, c'est pas fait, le chemin se fait pas comme ça, mais on finit sans s'en rendre compte, on apaise nos émotions par les aliments. Donc, on devient moins en contact avec ses émotions, puis l'aliment vient qu'à remplacer ou... Apaiser, calmer, réconforter. Dans votre livre, que à nouveau, je conseille à tout le monde, je vais le montrer à l'écran, donc « Manger ses émotions », vous donnez des trucs, en tout cas, vous donnez un processus pour mieux réapprendre à connaître ses émotions et... à plus les manger. À plus les manger. J'ai 3 magnifiques filles. Elles ont 10 ans, 9 ans et 5 ans. Si j'avais quelque chose à faire pour essayer de prévenir qu'elles ne tombent pas dans ce fléau-là de manger ses émotions, qu'est-ce que vous auriez à dire à nos téléspectateurs pour pouvoir justement les outiller, soit eux-mêmes ou eux-mêmes envers les enfants? Mais en fait, dans les derniers congrès que j'ai assisté, ce qu'ils disaient, c'est de créer un milieu familial où est-ce qu'on dit que c'est comme neutre au niveau du poids. Dans le sens où est-ce qu'on parle pas de son poids, on parle pas du poids, on n'a pas de discussion à propos du poids. Le poids de notre enfant, c'est le poids qu'il a et il est correct. Notre poids, c'est le poids qu'on a et il est correct. Donc, oui, les grosses fesses de maman ou oui, la grosse bédaine de maman.
de plus avoir ces discussions-là. Donc, des fois, c'est pas facile, tu sais, de pas comme, si j'avais un 5 livres de moins, parce que c'est ça qui finit par rentrer dans la tête des enfants, à se dire, donc, quand on est adulte, c'est normal de pas aimer son corps. Donc, quand ils deviennent adultes, ça devient aussi normal de pas aimer leur corps. Et l'autre chose, évidemment, c'est de leur permettre d'écouter leurs signaux de faim, leurs signaux de satiété, de les aider. On appelle ça la division des responsabilités. Donc, le parent est responsable de ce qu'il met dans l'assiette quand l'enfant va manger, où l'enfant va manger, mais c'est à l'enfant de choisir la quantité qu'il va manger et s'il mange de cet aliment-là ou non. Donc, ça peut paraître compliqué de dire « Ah oui, mais ces brocolis, il faut qu'il les mange », mais ça marche à court terme. Premièrement, ça met pas un climat très agréable à table. Ça marche à court terme, mais c'est sur le long terme qu'il n'y a rien de gagné quand on force un enfant à manger. Donc, de présenter les aliments, que les aliments soient là, que l'enfant les aime ou non, on les met dans son assiette, puis c'est lui qui choisit de les manger. Au moins, c'est dans son assiette, il y a un premier contact déjà qui est avec l'aliment. Effectivement, c'est un petit défi parce que quand on veut que nos enfants mangent leurs légumes ou mangent leur portion de l'aliment qu'ils aiment moins, souvent on est porté à leur dire « Oui, mais faut que tu les manges », puis de tomber un peu dans quasiment un jeu de négociation avec les enfants. À ce moment-là, donc, c'est d'essayer de ne pas forcer l'enfant, d'accepter que... De le mettre, de pas dire « Ah, mon enfant aime pas le brocoli, je mets pas du brocoli », parce que n'importe qui a eu des enfants savent très bien que d'une semaine à l'autre, ça flippe. Donc, il aimait pas le brocoli une semaine, la semaine d'après, c'est son légume préféré. Donc, ne pas être découragé. Puis c'est ça, souvent, quand on est parent, on perd la perspective que c'est juste des phases, tu sais. Là, il veut rien manger d'autre que du craft dinner. Ben, c'est pas grave. Il sert pas toujours du craft dinner parce que lui, il veut juste manger ça. Tu sais, des fois, on achète la paix aussi en disant ça, on sait que ça va passer. Fait que, on n'aide pas l'enfant à explorer des nouveaux aliments, mais juste de présenter. Puis l'enfant, il va manger. Puis c'est pour ça qu'il faut pas avoir juste un choix. Donc, avoir quelques choix, avoir un choix qu'on sait que l'enfant aime dans l'assiette. Puis à ce moment-là, de faire confiance que tranquillement, pas vite. C'est juste des phases. Déjà, pour moi, c'est un bon truc. Je vais l'essayer avec les 3 filles. On parle beaucoup des filles, mais ça touche aussi beaucoup les garçons, la musculation, le besoin d'être plus bien ou en tout cas physiquement parfait. Est-ce que les statistiques démontrent qu'il y a une augmentation du côté des garçons aussi? Oui, mais en fait, les troubles alimentaires, avant, on disait que c'était à peu près 10% des garçons qui souffraient de troubles alimentaires. Maintenant, il y a certaines statistiques qui ont sorti 25% des garçons maintenant souffriraient de troubles alimentaires. La seule chose, c'est que justement, tu sais, les garçons, ils vont moins réaliser rapidement qu'ils souffrent d'un trouble alimentaire parce que eux, ils veulent pas nécessairement réduire au niveau des calories, ils veulent plus augmenter au niveau de la masse. Donc, eux, c'est plus d'avoir le moins de gras possible et le plus de muscles possible. Donc, c'est pas exactement vécu de la même façon que chez les femmes. Alors, tu sais, ça fait tellement d'années qu'on étudie les femmes, on sait exactement ce qui se passe côté des femmes. Puis les hommes, mais ça a pris plus de temps à réagir parce que justement, c'est différent. Puis pour ce qui est de l'hyperphagie, de compulser dans la nourriture, les statistiques, c'est quasiment 50-50 chez les personnes, chez les personnes qui ont de l'embonpoint ou qui sont qui ont de l'obésité. Là, on est plus à, tu sais, c'est ça, les statistiques se rapprochent vraiment de 50-50. Et encore là, les hommes ont beaucoup plus de difficultés. C'est moins naturel pour eux d'aller consulter pour leur compulsion, mais c'est pas qu'ils ont moins d'émotions, c'est pas qu'ils fonctionnent différemment, c'est juste comme moins naturel chez eux de fonctionner. Fait qu'on est en train vraiment d'essayer de trouver des façons d'accrocher les hommes pour qu'ils puissent bénéficier en plus, de services. par principe, souvent, un homme est-tu plus coupé de ses émotions encore plus qu'une femme ou c'est assez similaire quand vous les rencontrez? Non, c'est similaire? Ouais. Non, j'aurais pensé l'inverse. Oui, en fait, on pense que les hommes sont plus coupés de leurs émotions. En fait, c'est plus la façon, ils expriment moins verbalement leurs émotions. Ils en parlent moins, mais c'est pas que parce qu'ils en parlent moins qu'ils les ressentent moins ou qu'ils les vivent moins, ou qu'ils essayent pas moins de les anesthésier en mangeant. Donc, la pression sociale, donc, est la même tant pour un garçon qu'une fille, et ils ont 2 façons différentes de réagir ou de vivre avec. Exactement. Puis au niveau des études, puis c'est que les questions sont mal posées. Tu sais, demander à une femme, est-ce que vous trouvez que vos fesses sont trop grosses? Les femmes vont dire oui. Un homme qui lit ça, non, c'est pas tellement ça son problème. Il trouve qu'il est pas assez musclé. Donc, quand ils répondent aux questions, ça sort comme s'il n'y en avait pas de problème, alors que c'est pas le cas. Donc, on a un problème au niveau du dépistage, effectivement.
Alors qu'on est dans une société où le stress est à son apogée, ça aussi, quand je lisais le livre, ça contribue, ça a un impact assez grand, un stress de performance qu'on a chez la femme et chez l'homme, un stress de toujours être mieux, plus, en tout cas, je dirais avoir un poids qui est encore meilleur, ça aussi. Vous diriez à ce niveau-là, comment mieux vivre avec le stress ou Ben c'est premièrement considérer que le stress c'est normal. Tu sais, ça c'est la première des choses. Tu sais, pas vivre de stress, c'est pas être en vie. Tu sais, on survit grâce au stress. La chose c'est d'en prendre conscience, par exemple, quand le stress se déclenche en nous. Parce que par exemple, au niveau des études, on voit que les gens qui sont stressés et qui se restreignent vont manger plus en période de stress. Les personnes qui sont stressées mais qui ne se restreignent pas vont manger moins en période de stress. Donc, le stress contribue à l'augmentation du poids chez les gens qui se restreignent. Fait que c'est pour ça qu'il faut toujours partir de la base qui est de arrêter les privations, de se sortir de cette idée qu'il y a des aliments qui font grossir, qu'il y a des aliments qui sont moins bons à manger et de toujours rester dans le fond, tous les aliments sont permis. À partir de là, de regarder, bon, ben là, présentement, je suis stressée. Comment je me sens? Est-ce que je suis capable d'endurer le stress? Est-ce que je suis capable d'apprendre à le tolérer, ce stress-là, au lieu de toujours vouloir manger? Donc, l'idée, moi, je compare ça, là, les émotions à des vagues. Donc, les vagues émotionnelles, il y a des fois des petites vagues, puis des fois, il y a des grosses vagues. Donc, c'est pour ça qu'il faut se demander, est-ce que je suis capable de la prendre, celle-là? Si oui, bon, ben c'est d'apprendre à tolérer l'inconfort émotionnel, le stress. De ce moment-là. De ce moment-là. Puis il y a des fois que c'est non, c'est trop intense. Puis tu sais, c'est bien beau quand je parle de restreint, pas restreint. On veut bien arrêter d'être restreint, mais des fois c'est pas si simple. Donc pendant qu'on est dans le processus, puis ça c'est super important de considérer que c'est un processus. C'est pas un bouton, c'est pas une pilule miracle, c'est pas magique. C'est un processus, mais qui vaut la peine d'être traversé parce qu'après on peut mettre ça en arrière de soi. T'sais. Récemment, je ne sais pas si c'est un concours de circonstances, en 2014, on est en train de se révéler un petit peu plus conscient de l'importance des émotions. Deux personnalités bien connues du monde des personnalités, Mitsu Gelina et Saskia Tsuo, sont sortis pour eux-mêmes parler de comment ils ont vécu depuis leur tendre enfance l'aspect perte de poids ou en tout cas meilleur poids alors qu'on les regarde, puis c'est deux femmes qui sont d'une beauté exceptionnelle. Vous devez en rencontrer 1001 personnes qui sont dans leur situation et qui veulent perdre du poids dans votre clinique. Qu'est-ce qui ressort de façon générale? Est-ce que ce sont tous des personnes qui souffrent dans Bon Point qui vont vous voir ou Non. En fait, c'est ça qui ressort énormément, c'est que ça n'a rien à voir avec la classe sociale, rien à voir avec l'éducation. Ça traverse les âges, ça traverse les tranches de société. Toutes les femmes, je veux pas généraliser, il y a beaucoup de femmes vivent avec cette pression de pas accepter son corps. En fait, les femmes qui sont minces, ils se disent, moi, c'est parce que je veux pas prendre de poids. Ils sont obsédées à l'idée de prendre du poids. C'est aussi souffrant d'être obsédé à l'idée de prendre du poids qu'au désir jamais assez assouvi d'en perdre. Donc, jamais assouvi de perdre assez de poids, ce que je voulais dire. Donc, oui, puis c'est ça, tu sais, cette détresse-là, en fait, ce qui est important, c'est de pas regarder la personne puis de la juger, d'en dire, oui, mais elle a pas besoin de perdre du poids. La souffrance a rien à voir avec elle le est là, poids. elle nous habite. Exactement. Nous, on se voit, souvent quand on veut perdre du poids, c'est parce qu'on se voit pas correct au niveau de notre poids. C'est pas, sinon, tu sais, d'avoir quelqu'un qui dit réglé, c'est une lubie, ça c'est pas aidant, là, tu sais, donc, ouais. Donc, et à travers tout ça, c'est un cheminement qui, au fil du temps, les femmes réapprennent. Pensez-vous qu'on s'en va vers un mouvement où la femme va mieux s'accepter? Sentez-vous une différence entre, 10 ans que vous avez commencé la pratique versus maintenant? Y a-t-il un vent de changement? Y a-t-il un positivisme? On s'en va-tu vers une femme qui va mieux s'accepter? En fait, moi, j'entends, dans ma perception, évidemment, je travaille juste là-dedans, je pense que les personnes sont prête à entendre que c'est un processus d'apprendre à s'accepter. Je pense pas que les femmes veulent moins perdre du poids qu'il y a 10 ans. J'entends pas vraiment de changement à ce niveau-là, mais j'entends vraiment clairement un changement. Tu sais, tout le mouvement de la pleine conscience, le yoga, tu sais, on dirait que les gens, tu sais, le slow food, les gens sont plus ouverts à l'idée de dire, peut-être que c'est vrai qu'à long terme, je peux espérer un changement, puis que c'est pas parce que quelque chose marche pas en, tu sais, perdre 10 livres en une semaine. Je pense que là, les femmes commencent à réaliser que, peut-être que c'est
plus si vrai. T'sais, alors qu'avant, je pense qu'ils pouvaient plus se faire croire que ça pouvait fonctionner. On espère qu'on est dans ce mouvement-là. Oui, oui, parce que c'est sûr que sinon, on frappe un mur. 95% des régimes échouent. C'est pas rien, là. Les gens souhaitent tous être dans le 5%, mais ils font toute partie du 95, dans le sens que c'est la statistique joue contre eux. Puis quand on sait que 60% des femmes vont prendre plus de poids que ce qu'ils ont perdu lorsqu'ils vont reprendre du poids, c'est super important de réaliser que non, la solution est pas dans l'assiette. Puis peut-être que le lien qu'on entretient avec notre assiette, c'est là que la solution peut se trouver. Donc, je vous remercie énormément. Et, si vous voulez voir ou avoir les coordonnées seront sur le site internet donc de Madame Guévremont et je vous invite à lire son livre et à vous le procurer parce que c'est un bijou de lecture. Merci et à la semaine prochaine.